Les défis d'un urbanisme planifié dans la plus grande métropole francophone d'Afrique. Corridor pour gouverner Kinshasa, les rêves des léopards rouges, politique et société en RDC, un podcast de la fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz à Kinshasa, Bibich et Cody. 12 millions de personnes en 2016 à près de 21,9 millions en 2026, soit une augmentation de 10 millions de personnes en 10 ans. Cette croissance, à laisser comprendre, a donc une forte pression sur les infrastructures urbaines, les services publics et les mécanismes de gouvernance. La ville fait face à des défis majeurs importants sur le plan de l'urbanisation anarchique avec des quartiers périphériques, l'insuffisance des infrastructures de transport, les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la vulnérabilité croissante aux inondations et aux risques environnementaux. Ce tableau de la capitale congolaise impose donc le modèle des corridors des services comme des solutions innovantes capables de promouvoir un développement urbain plus urbanisé, inclusif et durable avec des réponses concrètes aux réalités socio-économiques de la population quinoise. Mesdames et messieurs, les corridors pour gouverner Kinshasa, les défis d'un urbanisme planifié dans la plus grande métropole francophone d'Afrique, c'est donc le sujet retenu pour ce podcast, un sujet de gouvernance urbaine à décortiquer avec 3 intervenants, à savoir l'honorable Émile Soumaïli Miseka, député national, président de la sous-commission aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat à l'Assemblée nationale. Bienvenue dans ce studio. Merci, madame. Madame Lokomba Mboyo Lokumu Antoinette, conseillère communale, présidente du conseil d'administration de la structure Femmes élue conseillère de la République démocratique du Congo. Bienvenue également dans ce studio. Merci beaucoup. En troisième position, nous avons M. Christian Moleka, analyste politique, représentant de la DIPOL. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Troisième intervenant, je commence par vous avec la première question. Les corridors des services, comment vous les définissez ? Eh bien, c'est une approche qui a été proposée par un de chercheurs, particulièrement Sylvain Ousseni. Il faut quand même rappeler que la Fondation Friedrich, en partenariat avec la DIPOL, nous avons lancé un policy paper depuis le début de l'année. Le policy paper, c'est une note d'analyse qui invite les chercheurs à produire de la réflexion sur des thématiques bien définies. Et pour le cas d'espèce, nous avions invité bon nombre de chercheurs à réfléchir sur comment réinventer, s'il le faut, la ville. Et Ousseni Sylvain, accompagné de Isaac Moussa, nous ont proposé un document qui propose une approche assez innovante, à savoir le corridor de service, qui est une forme de, je dirais, de parcours de mi-chemin entre un rattrapage urbanistique, tendance habituelle à vouloir rattraper le retard administratif, ou en même temps une volonté de chasser l'informel dans la ville. Et donc l'approche par corridor permet, non pas pour l'autorité de rattraper le retard, mais de construire des périmètres dans la ville bien définis qui permettent à la fois de formaliser par l'infrastructure, par l'investissement, tout en consolidant les acquis qui existent déjà, sans forcément retomber dans la logique soit de casser l'informel, d'effacer l'informel, soit de réinventer à travers une planification qui anticipe l'étalement, mais qui ne répondra pas aux besoins présents. Voilà un peu l'approche proposée par nos intervenants, que nous saluons d'ailleurs du reste pour la qualité de travail apporté. Pour ce qui est de la position, ma position particulière en tant que député quant à ces corridors, je voudrais plutôt appeler les amis à... Les amis, il s'agit des Les amis, il s'agit des experts, okay, à pouvoir se rapprocher des parlementaires pour essayer de voir comment mettre des garde-fous, sinon essayer de légiférer dans le sens de prendre ce qui est utile, ce qui est plus nécessaire, ce qui peut être mis dans une loi de manière à ce que ça soit contraignant pour servir non seulement la ville de Kinshasa, mais prendre cette expérience-là et la mettre au profit des autres villes de la RDC. Voilà. Madame Antoinette, vous êtes conseillère communale, c'est ça ? Alors, une question aussi pour vous. Nous savons que vous vivez à Kinshasa. On parle de cette question de la gouvernance urbaine à Kinshasa. Comment vous la vivez déjà ? Oui, c'est un problème qui gangrène notre communauté.
Comme élu au niveau local, personnellement, j'ai déjà initié quelques projets de décision parce qu'à notre niveau, ce sont des décisions qui traînent encore parce que ça va décanter plusieurs situations quant à ces. Parce que quand nous descendons sur le terrain, vous verrez que la construction, par exemple, anarchique, nous les voyons. Mais au niveau de nos communes, les chefs de service ne s'alignent pas par rapport à ce que nous leur demandons. Raison pour laquelle, comme on est ici ensemble avec un député national qui va aussi nous servir à apporter cette loi, parce que quand nous faisons nos décisions au niveau de la base, ça doit être conforme et au niveau national et au niveau, avec un édit aussi, au niveau provincial pour que ça soit exécuté, en vue que nous puissions suivre ça à la loupe. Nous comprenons que c'est une question cruciale, une question d'intérêt commun. Alors, comment la ville-province de Kinshasa peut-elle répondre à une croissance démographique de plus de 6% par an, Monsieur Christian? La question de la croissance démographique est une question complexe qui dépasse d'ailleurs les limites de la ville. Nous sommes dans un environnement où l'exode rural est porté par plusieurs raisons, plusieurs facteurs. On peut penser à la guerre, on peut penser à la question sécuritaire, on peut penser aux besoins économiques ou simplement aux besoins universitaires, donc besoin d'étudier. Et donc, Kinshasa, je dirais, comme peut-être Lubumbashi également, subit la pression de cette déruralisation que nous subissons. Et donc, l'une des conséquences de la déruralité, c'est des gens qui viennent vivre dans la ville. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent que nous aurons plus de citoyens urbains dans les années à venir, que des gens dans le monde rural. Et donc, le défi pour nous, c'est comment nous gérons cette déruralité, cette fait que les personnes décident de vivre dans les grandes villes. Et Kinshasa en est un de modèles, à savoir une pression démographique importante. Faut-il arrêter les flux? C'est évident qu'il faudrait penser à comment réinvestir dans la ruralité pour pousser les gens à rester dans la ruralité. Mais en même temps, au-delà du fait qu'il faut inverser la logique de ruralité pour pousser les gens à aller vers les campagnes que de vivre dans les villes, il faudra des conditions nécessaires aussi. Oui, il faudrait mettre les conditions, c'est-à-dire investir dans la ruralité, comme je dis. Deuxièmement, il faudra en même temps anticiper cette croissance démographique. L'anticiper veut dire quoi? Par exemple, en termes d'étalement. Nous sommes dans une ville où, quand vous avez un peu d'argent, vous allez acheter votre lopin de terre. Par exemple, vous êtes aujourd'hui à Bita, à Minkao, les gens achètent des terres. À Mongata, les gens achètent des terres. Ça veut dire, si on n'anticipe pas l'étalement de la ville, parce qu'il y a une dynamique portée par l'initiative citoyenne, eh bien, nous aurons une ville qui va s'étaler à telle enseigne que là où les gens vont aller, ils vont demander l'accompagnement de l'infrastructure. Si j'achète ma maison à Lutendele, à Bita, à Mongata, j'aimerais avoir de l'eau, j'aimerais avoir du courant, et donc c'est de la pression pour l'investissement public. Et donc, il faut, à un moment donné, limiter l'étalement de la ville. Et ça, ce sont des mesures, le corridor le propose très bien, parce que l'une des approches mises en avant par le corridor, c'est que la question de la gouvernance urbaine est une question partagée entre la ville, la commune et le gouvernement central. Exact. Or, il faut définir justement des mécanismes qui permettent d'uniformiser le regard sur l'urbanisation en posant, par exemple, des corridors qui limitent l'étalement, qui définissent les zones d'occupation, qui stabilisent les zones d'occupation, qui formalisent les bidonvilles et qui permettent donc d'encadrer ce qui est cet étalement presque anarchique porté par une démographie galopante qu'on ne sait pas maîtriser. Et donc, il y a ce défi, comme je le dis, de limiter l'étalement en construisant même, nous avons la chance d'avoir des élus ici, une approche nouvelle. Dans beaucoup de capitales dans le monde, par exemple, il y a une limite à ce qu'on appelle la ville et la consonne de ce qu'on appelle la région ou la couronne de la ville. Et donc, la ville de Kinshasa peut avoir une limite et l'émergence, c'est ce qu'on appelle appeler une région qui va conduire à une autre gouvernance. Ça veut dire, soit on aura deux préfets ou d'autres maires qui dirigeraient des excroissances de la ville et qui permettraient donc de mieux encadrer cette population-là. Mais en même temps, la solution idéale, l'approche aujourd'hui, c'est d'avoir des villes secondaires qui permettent de réduire la tendance des gens à habiter les grandes villes. Je prends l'exemple de Kassangoulou. Si vous êtes à Kassangoulou ou que vous êtes à Kassangoulou à côté, et que Kassangoulou vous permet, par exemple, d'avoir des lignes de mobilité rapide,
bien, vous trouverez intérêt à rester à Kassangolo, venir travailler à Kinshasa et rentrer dormir à Kassangolo. Parce que la mobilité permettrait, et les conditions d'infrastructure vous permettraient de vivre dans une ville secondaire qui permet d'absorber le surplus de la population de ceux qui habiteraient la ville. Ça demande de l'investissement, ça demande des politiques publiques claires, ça demande également de la cohérence en matière de planification urbaine. Vous avez dit que ça demande la cohérence en matière de la planification urbaine. Monsieur Émile, encore une question pour vous. Nous savons qu'actuellement, il y a quand même des quartiers qui se sont déjà créés. Alors, l'urgence ici, c'est de les intégrer dans les zones urbanisées déjà ou les viabiliser carrément? Je pense que les deux. Les deux, je vais commencer par les premiers. Les intégrer, parce que vous savez, je vais donner une petite historique de la ville de Kinshasa, qui est des 9900 km², mais à l'origine, la ville n'était créée que pour 500 000 personnes. Et en 1960, la ville avait 4463 habitants. Mais aujourd'hui, vous venez de donner des statistiques là-bas, même l'expert venait aussi de donner des statistiques. Donc nous sommes à 1000 fois plus que la densité prévue par les gens qui ont conçu la ville de Kinshasa. Et l'erreur ici se trouve à quel niveau, et qui persiste d'ailleurs, c'est que l'infime partie qui avait été urbanisée par les concepteurs de la ville, c'est cette infime partie qui continue d'être habitée jusqu'aujourd'hui, en dépit du fait que le nombre d'habitants s'accroît chaque année. Et donc, si, pour répondre maintenant à la question, il y a des nouvelles villes qui se greffent à la grande ville de Kinshasa, de par ses périphéries. J'espère que, pour répondre à la première question, nous pouvons les viabiliser parce que nous les considérons jusque-là, nous, en tant qu'experts aussi, comme des constructions anarchiques. Parce qu'il ne suffit pas seulement de bâtir... Qu'est-ce que vous appelez anarchique? Anarchique ici, selon les principes urbanistiques, ce sont les constructions qui ne respectent pas la planification ou l'organisation d'une ville moderne. Et donc, une ville moderne, c'est une ville où tout est planifié. Par exemple, on ne peut pas construire une ville sans pour autant savoir comment les gens vont se déplacer dans cette ville, donc les lignes de transport, la mobilité. On ne peut pas construire une ville sans pour autant planifier ou prévoir les endroits où les différents services publics seront érigés. Je parle ici des écoles, je parle des hôpitaux, je parle des marchés et consorts. Et donc, si les différentes villes qui sont construites jusque-là et qui ne répondent pas à ces normes-là, donc elles doivent être viabilisées. Mais j'avais dit oui et non, ou soit je prends en compte à la fois les viabiliser, mais aussi les intégrer. Donc, on peut commencer par les viabiliser, disposer des endroits, disposer des infrastructures qui vont faire de sorte qu'ils répondent dans les critères urbanistiques. Mais comme nous avons besoin d'absorber la grande masse de la population qui remplissent Kinshasa presque chaque année, donc nous avons besoin d'étendre la ville de Kinshasa. Et nous avons même déjà lancé beaucoup de plaidoyers pour l'extension de la ville de Kinshasa qui n'est occupée jusque-là qu'à moins de 20%. Alors qu'il y a des grands espaces qui sont là, qui sont viables, comme la commune de Maluku et les autres communes. Je pense même Mongafula n'est même pas habitée à 20%. Et donc toutes ces communes-là sont des espaces qui peuvent nous servir pour étendre la ville de Kinshasa et contenir cette démographie qui est galopante. Mais pour finir, madame, tout ça dépend plutôt de la manière dont l'État va s'organiser. Quelle est la politique du gouvernement en matière urbanistique? Est-ce que les critères sont respectés? Déjà ici, même dans Kinshasa, ici où nous vivons, Centre-ville. Dans les centres-villes ici, est-ce que les normes sont respectées? Les constructions, les avis urbanistiques que nous donnons aux gens, aux particuliers pour ériger leurs bâtiments,
Est-ce que nous respectons tout ça? Les plans urbanistiques originels Est-ce qu'il est laissés par les Blancs. D'abord, parce qu'on a toujours dit Doralex, c'est de l'ex. La responsabilité est partagée. Bien sûr, mais il y a l'État qui a sa part de responsabilité, mais la population doit comprendre que toutes ces normes-là sont établies pour son bien-être à lui. C'est la population elle-même qui doit être au centre de sa propre protection parce que c'est la population qui va solliciter, par exemple, les avis urbanistiques auprès des services de l'État. Alors qu'il sait bien que l'endroit-là ne peut pas être viable pour construire une maison, mais c'est cette même population-là qui va solliciter. Et quand on a aussi des services de l'État qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas bien outillés, ils peuvent céder à ce genre de tentation et dans les plus grands risques. Céder déjà, c'est une faiblesse parce que l'État n'est pas là pour céder à certaines caprices. L'État est là pour faire appliquer la loi. Mais voilà pourquoi nous recommandons, nous disons que la responsabilité est partagée. Nous ne voulons pas ici dédouaner l'État parce que nous avons assisté à plusieurs forfaitures. Et moi, d'ailleurs, en tant qu'élu du peuple, j'ai eu à plusieurs reprises à initier des initiatives de contrôle dans le secteur de l'urbanisme et habitat. Pas plus tard que lors de la saison pluvieuse passée ici, nous avons interpellé les ministres de l'urbanisme et habitat suite aux inondations qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines partout dans la ville de Kinshasa ici. Et donc, nous ne dédouanons pas le gouvernement. L'État a un plus grand rôle à jouer, mais la population aussi doit savoir qu'il a aussi sa part à faire dans cette histoire. La population en seconde position. Madame Antoinette, vous êtes conseillère, je l'ai dit tantôt, les instruments actuels de gestion urbaine sont-ils adaptés au statut des mégapoles de Kinshasa? Je ne pense pas, parce que là, nous avons déjà un problème. Vous voyez, par rapport à ces problèmes, l'État congolais doit utiliser plus ses experts. Et mettre aussi un mécanisme de suivi, parce que ce qui compte chez nous, nous avons des lois, nous avons tout ce que nous avons à faire, mais les faire respecter aussi, c'était notre problème. Parce qu'en commençant, même par les fonctionnaires de l'État, ceux qui sont dans les services concernés, lui-même, il est censé d'abord les faire respecter les normes, mais il est corruptible. Il y a deux fois, il ferme ses yeux par rapport à ce qu'il voit. C'est un danger que l'État fera face. Qui fera face demain. Vous avez vu l'inondation qu'il y a eu à se faire du 4 au 5 mai ici dans la ville de Kinshasa. Vous voyez que la population est négligée. La population est allée construire même là où il ne devait pas. Mais l'État aussi voyait quand la population l'État aussi voyait. C'est là où les députés nationaux, l'honorable Émile dit que c'est la part de la population. Et de l'autre côté, c'est l'État aussi qui devrait aussi faire un suivi, en fait. Même des sanctions. Pourquoi pas des sanctions? Quand quelqu'un construit comme ça, il y a des fois quand on nous appelle, vous descendez quelque part, vous voyez un monsieur là, vous dire que commencez d'abord par ceux qui ont commencé là. Moi, j'ai vu, eux, ils sont sortis, ils ne sont plus sur leurs limites, raison pour laquelle moi aussi j'ai suivi. Mais commencez au début et vous allez arriver jusqu'à là où vous voyez. Donc, il s'en fout, en fait. Il sait que nous ne respectons plus la loi. L'État, on dit quoi? L'État a fermé ses yeux. Donc, nous sommes plus responsables devant nos propres engagements. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Moi, je dirais, tout ce qui s'est fait ici, si au niveau local, il n'y a pas l'implication des élus locaux. Comment il faut faire pour impliquer? Il faut faire, mais là, si je disais qu'il faut les élections des bourgmestres, ça serait encore autre chose. Parce que les conseillers communaux qui sont là, qui sont censés de faire leur mission, comme au niveau national et au niveau provincial, on n'arrive pas à les faire parce qu'en face de nous, nous avons des contraintes. Il y a les bourgmestres qui est nommé, qui est là, et vous, comme élu. Mais les contraintes concernant ici. Les contraintes maintenant, là, comment on va faire le suivi comme conseil communal? Et quand vous appelez un service, les services là ne sauront pas venir parce qu'il doit avoir l'autorisation. Donc, il faut travailler en coordination. Donc, il faut travailler en coordination. Quand les bourgmestres, les exécutifs, parce que les bourgmestres, c'est la personne, mais les exécutifs communaux, en fait, l'ensemble, parce qu'il y aura des échevins qui, chaque échevin aura aussi, aura ses attributions, en fait. Quand on a de tels problèmes, nous allons appeler peut-être l'échevin qui est censé de nous donner des réponses appropriées ou des solutions appropriées. Mais maintenant, là, nous avons des contraintes parce que si vous appelez les chefs des services, le bourgmestre vous dira qu'il faut d'abord se référer à moi avant d'appeler. Or, au niveau national, les ministres de tutelle peuvent être interpellés sans pour autant avoir l'avis de la première ministre. Monsieur Christian, nous parlons
La gouvernance urbaine. Nous comprenons tous que Kinshasa aujourd'hui peut être présenté comme étant un laboratoire national. Alors, comment les expériences de gestion urbaine à Kinshasa peuvent-elles servir de modèle pour les autres villes de la République démocratique du Congo? Mais parce qu'il y a, je dirais qu'il y a les mêmes maladies, hein, si on peut emprunter l'excologie médicale. Nous avons les mêmes défis, à savoir une urbanisation dont la planification est dépassée, une dynamique démographique non maîtrisée, un déficit de financement, et éventuellement une participation citoyenne très faible. Et donc, si l'on peut, à partir de Kinshasa, inventer une nouvelle fabrique de la ville, ce modèle peut être également implémenté ailleurs. On a beaucoup parlé ici des outils. Vous prenez le SOSAC. Le SOSAC qui a été adopté par l'Assemblée provinciale en 2015 et qui, en principe, est une planification pour 15 ans. Donc, le SOSAC, c'est 2015 à 2030. Mais vous voyez, on a un très beau document qui propose un déploiement de la ville vers l'Est. Et nous sommes déjà en 2026, il nous reste 4 ans, le SOSAC n'a pas été mis en œuvre. Bien évidemment, il y a un défi de financement. C'était 4 milliards et demi. Il y a un défi de financement. Est-ce les financements qui manquent ou manque de volonté, juste? Je peux dire qu'il y a un vrai problème de financement, parce que le SOSAC lui-même s'élève à, pour le mettre en œuvre, il faut 5 milliards de dollars, presque 5 milliards, c'est 4 milliards et demi. Est-ce que la ville de Kinshasa dispose des 5 milliards de dollars pour rattraper le retard en termes d'infrastructure et développer le projet ambitieux d'élargir vers l'Est? Et donc, ça revient à cette question de coordination entre le gouvernement central, la province, les communes. Parce que quand vous avez un outil qui a été voté au niveau provincial, mais qui n'est pas vulgarisé, et qu'au niveau communal, au niveau peut-être des conseils municipaux, beaucoup n'ont pas eu la chance de connaître c'est quoi le document, et qu'au niveau des services d'appoint, que ce soit le bureau du quartier, qu'il n'y a pas un travail de vulgarisation, vous avez un outil qui ne sert pas et qui va finir dans les tiroirs. Il n'y a pas appropriation. Il n'y a pas appropriation de l'outil, tant par les services de l'État au niveau local de la proximité qu'au niveau de la population elle-même. Et donc, si Kinshasa invente à la fois des mécanismes pour vulgariser les outils urbanistiques, à la fois pour coordonner l'action, que ce soit au niveau central, au provincial et au communal, ce modèle peut être implémenté demain à Goma, à Kisangani, à Lubumbashi, et servir donc de matériaux pour inventer la fabrique de la ville. Mais vous avez parlé des défis, mais les défis n'ont pas la même hauteur. Si on compare par exemple les Kinshasa aux autres villes du pays, je peux citer par exemple les Goma aussi, le Lubumbashi. Effectivement, on dit qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire si déjà nous pouvons, à partir de Kinshasa, inventer par exemple un modèle de participation citoyenne. Nous sommes en train de parler des questions d'urbanisation, mais si les citoyens ne s'engagent pas, notamment, prenez un aspect comme l'assainissement, si nous sommes capables d'inventer à Kinshasa un modèle de participation qui font des citoyens des acteurs dans la chaîne de l'assainissement, eh bien ce modèle peut être repris à Goma, à Bukavu, il peut être repris à Lubumbashi. Le problème, ce n'est pas la taille, le problème, ce sont les outils et l'adaptabilité des outils à chaque réalité. Et donc oui, Kinshasa peut être un miroir, si tant est que, comme je le dis, au niveau de l'État, on tienne compte des capacités à absorber des nouvelles approches. Le corridor de services en est un. Je pense que nous allons, nous, à notre niveau, travailler à le vulgariser. Mais il faudrait qu'à ce moment-là, l'appropriation vienne d'abord du pouvoir public, qui est le premier à donner l'impulsion. On a beaucoup parlé ici, par exemple, de la construction anarchique. Vous prenez les cas nous sommes à Kitambo ici, nous sommes à côté d'une zone non édificandi. C'est-à-dire... on a parlé de la baie d'Engaliema, qui est une zone non édificandi, qui est occupée de manière anarchique. Je ne parle même pas des littorales des rivières. Si nous arrivons à implémenter un modèle qui restaure l'autorité de l'État, qui fait respecter les normes urbanistiques, notamment en libérant les littoraux, en libérant les zones non édificandi, eh bien, dans les provinces où cette réalité n'a pas atteint le paroxysme de Kinshasa, je crois que ce serait beaucoup plus utile de le développer en suivant le modèle rigoureux de Kinshasa. Nous, ici, nous sommes dans un modèle où l'État va rattraper une anarchie installée depuis de longues années. Alors que peut-être dans les provinces, il y a des villes où on n'a pas atteint ce niveau de rattrapage, où on peut anticiper l'occupation ou la non-occupation des non-édificandi. Et donc, oui, Kinshasa peut servir de modèle, si tant est que nous savons nous réinventer et que nous savons donner à d'autres ces éléments-là. On
Honorable Émile, alors quelles sont les mesures législatives à adopter qui peuvent être bénéfiques pour cette approche? Je pense qu'à ce stade, bien sûr, nous pouvons encore continuer à légiférer dans ces secteurs-là, mais qu'avons-nous déjà fait des différentes lois mises en place pour réguler ces secteurs ici? Et donc, je pense à ces niveaux, au lieu de continuer, et c'est ça, moi, mon approche personnelle, au lieu de continuer à légiférer, au lieu d'inonder notre société par des productions législatives qui ne seront pas appliquées, je pense que nous pouvions tout d'abord nous servir des matériels, des outils que nous avons déjà sur place, que ce soit des textes réglementaires, que ce soit des lois qui sont déjà là. Nous pouvons nous en servir et nous donner un cap. L'expert venait de parler de SOSAC et autres. Il a parlé des problèmes des moyens. Moi, je dirais que, contrairement peut-être à son avis, je dirais qu'il ne s'agit pas ici d'un problème de moyens. Il s'agit d'un problème d'un manque de volonté. Parce que ce soit les grandes villes, les grandes métropoles dans ces mondes, même la New York, pour se développer, elles continuent jusqu'aujourd'hui à moderniser, à actualiser leur plan urbanistique. Presque après chaque quinquennat ou après une période d'années, ils essaient d'actualiser, d'embellir de nouveau leur ville. Et donc, les moyens sont toujours là. Aujourd'hui, on peut engager des prêts auprès des bailleurs. Et même ici sur place, dans la ville de Kinshasa, il y a plusieurs mécanismes pour avoir l'argent ici. Tel que? Déjà, le capital humain est une grande ressource qui peut faire en sorte que nous ayons beaucoup de moyens pour soutenir ce genre de projets. Depuis que l'édit ici avait été voté au niveau provincial jusqu'à aujourd'hui, ça va faire plusieurs années. Nous sommes combien d'habitants? Nous venons de le dire ici, à Kinshasa. Nous sommes à plus de 20 millions et autres. Déjà, de par les taxes et les impôts qui reviennent aux provinces pour la ville de Kinshasa, si nous sommes à 20 millions d'habitants et que l'on ne pouvait prélever qu'annuellement un impôt sur les personnes, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, de $2, ça va nous faire combien? Déjà 40 millions, multiplié par le nombre d'années. Parce qu'on ne va pas y aller avec une enveloppe globale du coup. On va y aller progressivement. On ne va pas réaliser d'un jour tous les plans prévus dans cet outil. On va y aller progressivement. Et là, déjà, je donne un seul acte générateur des recettes qui peut soutenir cette dépense ici. Et donc, moi, je pense que les moyens ne manquent pas. Les moyens, il y en a. Et la preuve en est que seulement pour la construction des différents tronçons routiers de la ville de Kinshasa ici, si vous allez vous informer auprès du ministère national des Finances, c'est plusieurs centaines de millions qui ont été débloqués pour ça. Mais comment est-ce que vous voulez guérir une plaie sans pourtant la penser? On devrait d'abord commencer par là où on devrait commencer. On devrait diagnostiquer d'abord le problème. On devrait d'abord penser la plaie avant de mettre les médicaments. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Le gouvernement devrait tout d'abord commencer par assainir d'abord, comme madame venait de le dire, diagnostiquer et essayer de faire un état des lieux global sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Peut-être cet argent-là pouvait financer d'abord aux études de faisabilité. Parce que jusque-là, on n'a même pas fait un pas. Mais si déjà on avait des études de faisabilité, on avait déjà des projets qui étaient bancables, ça serait déjà un bon départ. Et avec ça, on peut solliciter même les financements extérieurs. Donc il est question de prioriser. Et donc il est question de prioriser. Madame, dire que la ville de Kinshasa devrait servir de modèle pour les autres villes, moi je pense que je m'inscris aussi en faux. Parce que si vous parcourez nos villes, la ville de Goma par exemple, d'après moi, est mieux urbanisée que la ville de Kinshasa. La ville de Kolwezi, si vous vous y rendez, vous allez voir qu'elle est mieux organisée que la ville de Kinshasa. Et nous sommes tous des Congolais. Nous avons tous la même mentalité. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'à Kolwezi,
les Congolais qui vivent à Kolwezi respectent l'urbanisation de leur ville. Les Congolais qui sont à Goma respectent, mais ici à Kinshasa, c'est seulement où on fait l'exception. Donc il faudra, je pense, au-delà des aspects financiers ou quoi, moi je pense que c'est juste le problème de volonté et de suivi au niveau des décideurs, au niveau de l'exécutif, que ce soit national ou provincial. Monsieur Christian, vous avez quelque chose à ajouter parce que j'ai besoin de prendre Madame Antoinette. Exactement, laboratoire naturel. Un laboratoire veut dire qu'on peut implémenter des cas ici de politique publique qui peuvent inspirer d'autres. Et il ne s'agit pas de faire le débat de quelle est la meilleure ville du Congo. Je reste très... je vais insister sur la question du financement. Peut-être qu'on ne voit pas l'ampleur du défi. La ville de Kinshasa n'a que quelques sources de recettes. On peut parler de l'impôt foncier, on peut parler de l'IREL, on peut parler de la vignette, ou on peut parler d'autres taxes que gère la DGACA. Si vous regardez, par exemple, en termes, je prends un des impôts qui devrait donner plus d'argent à Kinshasa, l'impôt foncier, ou l'impôt sur les revenus locatifs. Si vous regardez à Kinshasa combien paye l'IREL, nous avons à la fois, certes, un déficit de l'État, de sa capacité extractive, mais on a également un incivisme fiscal. Et donc, si vous avez, comme j'ai parlé de la participation, des citoyens qui ne participent pas, qui peuvent participer par l'impôt, par la fiscalité, à donner à la ville les ressources, eh bien, vous n'avez pas les ressources. Lorsqu'on parle de 5 milliards pour le SOSAC, 5 milliards, c'est le tiers du budget national. Parce que le gouvernement national a présenté un budget à 16 milliards, d'ailleurs, qui sera en réalité entre 10 et 11 milliards. Il y a possibilité de trouver un budget, élaborer un budget annuel. Oui, un mais il y budget a annuel de 16 possibilité aussi milliards. Lorsqu'on d'élaborer parle de un 5 budget. milliards, on est pratiquement dans ces hauteurs-là. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça dit, il faut saisir les capacités de la ville de Kinshasa. Et là, on ne parle pas du fonctionnement, des salaires, quand on sait que la grosse partie des recettes de la ville sert à payer l'administration, les salaires, ainsi de suite. Et nous ne parlons que d'un plan d'aménagement, et uniquement d'un plan, qui lui-même prend 5 milliards, même étalé sur 15 ans. Ça veut dire la capacité pour la ville de générer au moins 500 millions l'an, uniquement pour le plan. Et c'est ça le défi du financement. Et lorsque nous le disons, parce que c'est un problème réel. Ailleurs, on réfléchit en partenariat public-privé, on réfléchit en financement innovant, on réfléchit à des formes de participation citoyenne pour atteindre ces défis-là. Ce n'est pas en l'escamotant qu'on règle le problème. Il faut le regarder en face. L'État, gouvernement central lui-même, recourt au PPP. On prend le projet de l'aéroport de Njili. Parce que si le gouvernement lui-même recourt au PPP pour financer, ça veut dire qu'il faut questionner le financement. Et oui, il est possible de parler PPP, d'un partenariat public-privé, pour la ville de Kinshasa, pour avoir de l'investissement. Ça veut dire qu'il faut regarder lucidement le défi du financement, qui est un défi réel. Et là, nous avons parlé uniquement du plan d'aménagement, c'est-à-dire tout ça. Demain, on pourra parler de la chaîne d'assainissement. Quand vous avez une ville de 20 millions qui produit autant de déchets, et qui n'a pas d'usine de traitement, qui n'a pas de chaîne de transport, qui n'a pas de zone d'enfouissement, pas des 15 millions de tonnes. Oui, l'ancienne zone de Plaza qui est aujourd'hui pratiquement dépassée par la réalité. Réinventer cette chaîne d'assainissement a un coût. Et donc, il faut regarder les problèmes des finances. Il faut le regarder réellement, il ne faut pas l'escamoter. Il faut le regarder, il faut le questionner. Il faut réinventer un modèle, peut-être en partenariat public-privé, mais il faut les regarder. Je suis d'accord sur le fait que nous avons un potentiel fiscal. Oui, c'est un potentiel fiscal. Il y a une différence entre le potentiel fiscal et les capacités réelles aujourd'hui. Et donc, si nous questionnons uniquement sur le potentiel, oui, on peut dire que nous sommes riches comme Congo, comme nation. Mais la réalité est que notre assiette, elle est vide. Et donc, là, c'est un problème de leadership. Alors. Oui, mais justement, la gouvernance urbaine, à la tête de la ville, c'est aussi ce leadership, ce management, qui répondent à la fois aux défis du financement, au défi de la mobilisation citoyenne, comment nous mobilisons les Quinois pour qu'ils soient acteurs, et pas uniquement faire des Quinois des spectateurs du projet de développement. Des participants qui participent. Des participent. Et participer veut dire, dans la proximité, donc le faire de l'assainissement, des questions de proximité, qui ne sont pas des questions uniquement pensées au niveau de la ville, mais au niveau de la proximité, et des citoyens qui jouent un rôle à la fois dans la surveillance, à la fois dans l'accompagnement, mais également dans le financement. Madame Antoinette. Oui, merci pour cette question. Je dirais que... Laissez-moi vous dire, dernièrement, on a été reçu par le gouverneur de la ville, pas comme autrefois, mais c'était une rencontre de travail. Et ils ont réfléchi à leur niveau en négligeant les communes,
il n'y aura pas d'impact de tout ce ils vont faire. Et si vous prenez par exemple les cas de l'impôt foncier, ce sont les acteurs locaux qui savent, parce que si à notre niveau, si on impliquait les conseillers communaux, on saura que tel n'a pas payé, telle parcelle au numéro tel n'a pas payé. Là, ça nécessite l'implication des chefs de rue qui sont abandonnés à leur triste sort, ni une reconnaissance, ni aussi la prise en charge. Ça aussi encore. Ils sont reconnus que de nom. Ils sont reconnus que de nom, ni un document. D'ailleurs, la plupart d'eux, ils ont que des cartes de leur association. Comme l'État congolais, ils ne reconnaissent pas les chefs de rue, en fait. Ils ne sont pas payés, ils sont laissés à leur titre sort. Vous pensez un tel monsieur va risquer sa vie en vous donnant peut-être des informations, en s'impliquant à tout ce qui va se faire sur son avenir. Quel type d'informations? Des informations sensibles, non, nous avons des informations qui fâchent? Même des informations sécuritaires et consorts. Ils sont là, ce sont eux les représentants aussi de l'État à leur niveau sur l'avenir. C'est lui qui peut nous donner la lumière sur l'avenir, par exemple. Vous pensez que nous allons récolter l'impôt foncier s'il sera payé sans la participation citoyenne des chefs de rue, des chefs de quartier et consorts? Parce que ça doit remonter, ça doit commencer au niveau de la base jusqu'à remonter. Passer l'information, sensibiliser pour susciter l'appropriation. Le gouverneur de la ville a reconnu que la faible mobilisation ici, il faut encourager, il faut associer les conseillers communaux parce que ce sont les élus aussi au niveau de la base, nous à notre tour, et les exécutifs communaux aussi, ensemble, s'il y a quand même un semblant de travail, parce que là, les cadres de travail posent problème. Mais nous avons vu les VPM avaient eu à initier. Il y avait quel VPM? Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, il a eu à prendre des circulaires, plusieurs circulaires, ayant tendance à organiser les cadres de travail. Il avait demandé au gouverneur. Or, si dans le cas de Kinshasa, si les gouverneurs de la ville de Kinshasa avaient capitalisé ça, mettre un cadre de travail entre les conseillers communaux et les exécutifs communaux, je crois qu'il y a d'autres questions, même tout ce que nous déplorons, même la mobilisation la mobilisation des impôts, des finances ici, ça allait. L'impôt sur les revenus locatifs ici. Moi aussi, je voyais ça. J'ai loué une maison là, commerciale. À chaque moment, quand je payais, je voyais les agents de la DGRK venir. Et ils ont demandé même, vous les locataires, ne payez plus la totalité en fait. Mieux vaut souscrire de vous-même parce qu'on va sceller. Et ils étaient aussi en train de sceller. Vous pensez que s'il y a vraiment la mobilisation et que la population s'accapare, ils sont conscients que sur ma maison commerciale, ma maison ici de location, j'ai le droit de donner autant. C'est une obligation en fait. Vous pensez, il faut inculquer les acteurs locaux. On peut bel et bien écrire des lois, des édits, mais leur application, il faut impliquer les acteurs au niveau de la base. Mais qu'est-ce qui manque pour cette implication-là? La considération aussi, tel que je viens d'évoquer, les problèmes des chefs. Vous n'êtes pas très considéré. Bon, nous, considérés ou pas, nous avons déjà les mandats du peuple. Ça, chez nous, là, c'est un faux débat. Nous voulons un bon cadre de travail, en fait. Ah, okay. Nous voulons qu'on nous facilite un bon cadre de travail parce que les problèmes des élections des bourgmestres, ça, c'est la volonté politique, en fait. On n'en parle même plus. Les degrés de collaboration que vous avez pour l'instant avec... Madame, est-ce que vous connaissez que depuis 2025 et 2026, on n'a jamais vu même les budgets, même la copie du budget de la commune, on n'a jamais vu. Pourquoi? Je viens d'écrire une lettre maintenant là, que j'ai donnée au bureau pour transmettre. Ils ont transmis aussi cette lettre en demandant les bourgmestres de nous donner les fiscs et les copies du budget de 2025 et 2026 parce que nous devons voir l'année passée qu'est-ce qu'il a eu ils ont eu à mettre dans notre budget des priorités, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a répondu, il nous a ramené à l'ordonnancement. Vous voyez? Donc, pour lui, on peut dire quoi? Pour lui, on n'est pas censé vraiment de collaborer. Il nous a renvoyé là-bas. Et quand vous irez là-bas à l'ordonnancement pour appeler le monsieur là de l'ordonnancement, il vous dira qu'il attend l'autorisation du bourgmestre. Vous voyez à quel niveau? Donc, il faut qu'au niveau supérieur, qui libéralise, en fait. On doit ramener les pleins pouvoirs. On doit donner les pleins pouvoirs au niveau des communes parce que les communes sont autonomes. Mais vous voyez, les fonctionnements ou soit de la commune, mais ça dépend quelque part. Il y a quelqu'un, au fait, il y a des gens, pas quelqu'un. Il y a des gens qui sont très à l'aise de voir les communes débloquer la machine, en fait, pour des intérêts égoïstes, on peut dire. Ça, c'est vous qui l'avez dit, ça n'engage que vous. Nous comprenons qu'il y a des avantages, mais également les limites de l'approche par les corridors comme outil de maîtrise de l'expansion urbaine et de réduction des inégalités territoriales à Kinshasa. On peut comprendre ça comme ça? Bon, comme tout être humain, il y a toujours des limites. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de limites, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages
que des limites à l'approche proposée. Déjà, le premier avantage, je l'ai rappelé, c'est que ça favorise une forme de coordination du sommet à la base de tous les acteurs liés à la planification urbaine. Et donc, ça répond à la question de la coordination soulevée par Madame la conseillère municipale. Deuxièmement, ça nous évite de tomber, je peux dire, dans les contradictions entre les différentes parties prenantes. Je donne un exemple simple. Vous avez un plan directeur de transport. Le plan directeur de transport définit les maillages dans la ville. Lorsque la ville de Kinshasa veut construire ses routes, il doit l'inscrire dans le maillage et qui reste en conformité avec le plan directeur de transport. Et donc, l'effort fait par le gouvernement central et celui fait par la province doivent se compléter pour aller dans la logique de renforcer la planification. Et donc, s'il n'y a pas cette coordination-là, on peut avoir des initiatives qui se contredisent ou qui vont à l'opposé. Et donc, l'effet de disposer d'une forme de cadre de concertation, pour nous, c'est un pas vers l'avant. Deuxièmement, ça permet également de vulgariser les outils à tous les acteurs. Nous, on a beaucoup parlé des acteurs de la proximité. Mais si on n'a pas ce cadre-là, on ne le peut pas. Et troisièmement, le défi de la viabilisation. Quand vous avez une forme d'informel qui a pris le dessus sur le formel, un retour à l'ordre rapide peut être source de frustration. Et donc, viabiliser l'informel répond également à un besoin de paix sociale. Je prends un exemple simple. Vous avez, j'ai eu la chance de visiter la ville de Bruxelles, vous avez le marché de midi, qui est un marché informel qui s'ouvre essentiellement le week-end, le dimanche. Et c'est encadré pour avoir autour de la gare un marché qui s'ouvre le dimanche et qui ferme le même jour. Donc il y a un moyen d'encadrer notre informel et de l'intégrer dans les tissus du formel en faisant de la créativité individuelle un élément du plan urbanistique, plutôt que de rester dans une logique répressive où l'État n'aura pas les capacités de rattraper tous les retards. Parce que quand vous déplacez les gens, vous les amenez, comme on l'a fait, vers Kinkole, vous n'avez pas vous-même les ressources pour rattraper le besoin urbanistique à Kinkole. L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, que vous ne saurez pas faire. Alors que viabiliser cette processus informel vous permet de réduire l'investissement et de rationaliser, d'optimiser les ressources. Et donc, oui, il y a un moyen d'intégrer l'informel dans l'informel à travers les corridors des services et à travers cette planification plus ou moins maîtrisée. C'est, je pense, pour nous, des outils qui ne sont pas parfaits, qui sont perfectibles, mais qui donnent des réponses aux réalités d'aujourd'hui, tenant compte du contexte d'aujourd'hui, des ressources d'aujourd'hui, et qui nous permettent, avec le temps long, de rattraper petit à petit le retard dans la planification urbaine. Il n'est donc pas facile d'atteindre les centres-villes. Nous savons tous que la mobilité est le principal levier opérationnel des corridors. Honorables les députés, nous sommes avec vous dans ce studio pour en parler. Alors, comment les corridors de transport peuvent-ils améliorer la mobilité urbaine à Kinshasa? Et ici, j'aimerais que vous puissiez insister un peu sur le renforcement de l'efficacité du transport collectif au-delà de l'augmentation du nombre de bus. Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense, avec la croissance démographique actuelle, heureusement que nous avons en place cet outil précieux que je continue à lire et à apprécier jusqu'à maintenant. À l'instar de ce qui se passe dans les grandes villes, moi je pense qu'il fallait diversifier les moyens de transport à Kinshasa. Les voies de transport devraient être diversifiées. Je vais m'expliquer. À l'époque, je pense, coloniale, et même pas plus tard qu'à l'époque des Zaïre ici, nous avions... La République démocratique du Congo actuellement. Je parle de l'époque Zaïre, à l'époque du président Mobutu. Nous avions des trains urbains ici à Kinshasa, qui arrivaient même jusqu'ici à Kitambo, et ça allait jusqu'à Kinsuka ici, qui pouvaient prendre des gens à Kitambo et autres. Mais aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe ailleurs, il y a l'expert qui a dit qu'il était à Bruxelles et dans toutes les grandes villes du monde. Il y a cette pluralité-là des voies de transport qui essayent de désengorger un peu
les routes principales d'une ville. C'est comme recommandation pour la ville de Kinshasa. Heureusement que les projets sont déjà là. On ne sait pas quel jour ça pourra être exécuté. J'ai parlé des métroquines, par exemple. Si aujourd'hui, nous pouvons mettre une politique pour réduire le nombre de transports privés, parce que c'est ce qui est aussi à la base de ces embouteillages que nous voyons. Lorsque tout le monde cherche à sortir avec sa Jeep, avec sa voiture, pour aller à une seule destination, la Gombe. Alors, toutes les voies qui mènent vers la Gombe seront inondées, et c'est ce qui est à la base de tout ça. Alors, moi, comme recommandation, c'est basant sur ce que les corridors de services préconisent, je voudrais recommander au gouvernement, que ce soit national ou provincial, de mettre en place une politique de diversification des voies de transport. Si aujourd'hui on mettait la voie qu'on appelle route rail à côté de la littorale du fleuve Congo jusqu'à l'aéroport là-bas, vous voyez que ça va aider beaucoup de gens. Si aujourd'hui nous utilisons notre fleuve ici, nous mettons des vedettes qui vont faire les transports en commun pour amener les gens à Maluku ou à l'aéroport d'Ndjili, vous voyez que ça va désengorger la voie, les boulevards Lumumba. Aujourd'hui, avec la construction de la rocade, les gens qui étaient bloqués à Mboudi, à Lipen, ça permet déjà aujourd'hui de désengorger Ipen, et les gens peuvent, en allant vers les Congo central, passer directement par Kinsuka ici et aller de ces côtés-là. Donc moi, je pense que si nous savons mettre à profit notre fleuve ici, si nous savons mettre à profit les voies ferrées qui sont aujourd'hui vétustes, et si on peut même en créer d'autres, ça pourra désengorger un peu, essayer un peu de soulager la population de ce côté-là, et mettre en place aussi, essayer de moderniser notre compagnie que nous avons déjà ici des transports publics, les Transco. Et sous d'autres cieux, j'ai même échangé la fois passée avec les directeurs des Transco qui préconisent même mettre en place des taxis Transco, même des motos Transco aussi. Ça pourra quand même essayer de soulager tant soit peu, mais surtout en insistant sur les trains urbains, pourquoi pas des tramways comme ça se passe ailleurs, qui essayent de contenir un bon nombre de populations et éviter la circulation à des aires de service de beaucoup de véhicules de privés. Monsieur Christian, vous pouvez compléter, mais tout en me donnant aussi d'autres informations par rapport à une autre question. Quels modes de transport doivent être privilégiés dans une stratégie de développement par les corridors? Je crois que le corridor nous propose à la fois l'élargissement du maillage, qui est un effort qui est fait aujourd'hui, on voit des routes d'élargissement, mais il propose également, je dirais, une approche plus ou moins innovante, les voies dédiées. Ailleurs, ça veut dire? C'est-à-dire, ailleurs, il y a des bandes de routes réservées, par exemple, uniquement aux bus. Ce qui permet d'encourager le recours au transport public en commun. Aujourd'hui, l'un des grands défis, c'est la congestion urbaine. Si vous prenez les bus Transco, vous arrivez après 3 heures. Donc, personne n'a intérêt à monter le Transco s'il est pressé, parce qu'il sait qu'il arrive après 3 heures. Et donc, si l'on crée des voies dédiées, que ce soit des voies dédiées pour les cyclistes, les voies dédiées pour les piétons ou les voies dédiées pour le bus, ça permet de redonner sens au transport public. Parce que le grand défi du transport public aujourd'hui, c'est la mobilité dans une ville pleine de congestion. Deuxièmement, le corridor propose l'unification. Des conditions qui s'expliquent entre autres par le manque d'infrastructures, l'incivisme. L'incivisme routier, le déficit d'infrastructures, mais également la taille des charrois. Quand vous avez dans une ville énormément d'informels, parce que le fameux article 15, débrouillez-vous, c'est aussi le fait qu'à Kinshasa, face à un déficit public, chacun a inventé une solution individuelle. La solution individuelle, c'est quoi? J'achète mon ketch, j'achète mon petit taxi pour rouler. Quand vous avez une ville de 21 millions d'habitants, où chacun tente d'inventer sa propre solution, vous allez arriver à un moment donné où vous allez atteindre une forme de saturation. Parce que les solutions individuelles ne remplaceront pas l'investissement public. Exact. Et donc, la solution individuelle de transport va poser problème, parce que si vous avez 3 millions de véhicules, ces 3 millions de véhicules vont rouler où? Dans quelle infrastructure? Et donc, il y aura toujours un gap entre les solutions individuelles et l'investissement public en termes de routes.
La solution, c'est de réduire cette masse d'informels, revenir dans le schéma formel, notamment en redonnant place au transport public, au transport collectif. Ça peut être le train, ça peut être le tram, ça peut être le multimodal avec les péniches, les cours d'eau. Mais c'est surtout, non pas l'achat des bus, mais la fluidité qu'il faut garantir. Et la fluidité, dans le projet de corridor de service, c'est construire des voies dédiées qui permettent de garantir la fluidité de transport public. C'est également définir un modalité de kilométrage qui est en train de travail, à savoir, pour des trajets à 1 km, encourager à moins d'1 km, encourager les solutions pédestres, marcher à pied. Pour des voies à 2 à 3 km, encourager tel type de transport. Vous prenez aujourd'hui à Kinshasa ce qu'on appelle les Keweseki, qui sont en principe des véhicules non dédiés au transport, les transports humains, mais qui servent... Les tricycles, parce qu'il y en a deux. Il y a les tricycles qu'on appelle 2 pneus et les tricycles qu'on appelle Keweseki qui prend une quinzaine de personnes. Exact. Eh bien, ces tricycles-là sont source de bouchons parce qu'à défaut d'avoir des parkings, parfois les conducteurs n'ont pas de permis. Mais pareil pour les motos aussi. Ils sont pas formés. Et donc, ils constituent un problème en termes de civisme routier. Et donc, avoir des voies dédiées, par exemple, pour Keweseki, où vous dites tel véhicule ne peut pas faire de 2 km, par exemple, ne prend pas part au boulevard principal, c'est limite aux voies secondaires, eh bien, ces voies dédiées permettent de garantir la fluidité. Or, si on ne définit pas cette politique de corridor de transport qui dédie à des kilomètres de gens des véhicules donnés, eh bien, on fait du boulevard un lieu où tout le monde vient et qui devient donc un lieu de congestion. Et donc, nous pensons au niveau du corridor des services de transport, garantir cette dédification des voies au kilométrage peut permettre de redonner la fluidité à la circulation de la ville. Deuxièmement, le défi de l'unification des tickets. Si vous voulez redonner sens au transport urbain, tel que le proposent nos experts au niveau du corridor de service, il faut faire de l'abonnement du ticket un peu sur la réduction du coût. À la fois, déjà le coût il est très bas, mais en faire un outil pérenne, c'est-à-dire que si par exemple, je prends le modèle étranger parce que on peut prendre le modèle belge et le modèle français. Vous avez un modèle de ticket en Belgique ou à Paris qui est un ticket unique pour tous les transports de la région parisienne. Vous êtes dans l'île de Paris, l'île de France. Dans l'île de France, vous avez un ticket qui vous permet de prendre tous les bus. Bus, tram, train. Mais à Kinshasa, vous prenez un ticket Transco. C'est un ticket, par exemple, pour Kingassane-Royal. Et si vous descendez à Royal ou vous descendez en route, il vous fait payer un autre ticket. Dans une logique de congestion, le citoyen, soit il ne monte pas, parce qu'il sait que son ticket n'est valable que pour un itinéraire, soit s'il monte, s'il descend, il doit payer un autre ticket. Alors que si vous avez un ticket unifié qui lui permet de dire « je prends la bretelle Kingassane, quartier 1, je descends, puis je prends quartier 1 Matete, je descends, je prends Matete Lemba », parce qu'il y a un ticket unifié, ça favorise également la fluidité. Et donc, penser à un système d'un ticket unique peut également être un élément qui renforce la mobilité, notamment dans les services publics. Vous avez à compléter ? Je vais juste compléter les premiers éléments qu'il a dit là-bas. Au fait, sur le premier aspect, le deuxième aspect ici, c'est ce qui se passe déjà ailleurs et c'est une expérience qui a réussi quand même ailleurs. Mais concernant les voies prioritaires à laisser sur les boulevards ou créer d'autres bretelles pour prioriser les transports en commun, je pense que c'est déjà pris en compte dans une proposition de loi qui est actuellement sous examen à l'Assemblée nationale. Donc on a déjà pris en compte tous ces aspects-là et qui vont quand même tenter d'apporter des solutions allant dans ce sens-là. C'est juste une information par rapport à ça, donc c'est déjà pris en compte. À vivre une petite expérience quand il y avait l'inondation. Il y avait des gens qui voyageaient, ils prenaient des canaux rapides au niveau d'ici. Ça avait quand même soulagé. Pourquoi pas? Ils devraient laisser ça, que ça soit continuel. Mais ça avait quand même soulagé, vous le dites, c'était à quel prix? Bon, malgré les prix, on va toujours harmoniser les prix. Ça, je peux dire que c'était mais déjà, la première expérience devait quand même servir de leçon, déjà avec un prix exorbitant. Mais nous avons écrit, en décriant, ils vont revoir les prix, madame. Mais quand même, l'expérience, ça nous avait vraiment rendu très fiers que nous pouvons faire de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Enjil avec un canot rapide. Et il y avait aussi, l'ancien gouverneur il avait un projet là des métro-kits qui traîne encore. On pouvait aussi activer
ces projets, ça peut aussi nous soulager parce que maintenant, là, on doit arriver à un moment où nous abandonnons les véhicules et on préfère même faire les pieds qui... Donc, nous pouvons tous nous mettre d'accord que l'efficacité des corridors dépendrait principalement de la qualité de la gouvernance urbaine et de la coordination des institutions. J'aimerais commencer par Mme Antoinette. Oui, je pense aussi que c'est la meilleure solution. Monsieur Christian. Oui, parce que la question de la gouvernance urbaine est une question, je dirais, horizontale. Parce que ça associe à la fois le gouvernement central, la province et les communes. Et si on ne dispose pas des cadres qui permettent cette convergence de vues sur, de tous les acteurs, eh bien, on aura toujours des difficultés à travailler de manière concertée. Et l'avantage des corridors de service, c'est de proposer justement cette approche qui permet d'avoir des cadres de convergence, d'action publique, de tous les acteurs, partenaires nationaux jusqu'au niveau local. Est-ce que les corridors peuvent-ils renforcer la résilience climatique de Kinshasa? Bien sûr. Si nous essayons de respecter tout ce qui a été proposé par les experts dans ces corridors-là, j'espère que ça pourra résoudre à la fois les aspects climatiques, mais aussi les environnementaux. Un mot sur cette question. Notre policy propose également de végétaliser la ville. Kinshasa avait, ou a encore, si on peut dire au présent, 2 poumons d'arbres ou d'air pur. Vous aviez le poumon météo, qui en partie aujourd'hui est coupé, et le poumon quartier 1, qui est également en voie de disparition. Météo est remplacé aujourd'hui par des habitations. Par des habitations. Et donc, végétaliser la ville est un enjeu. Dans un environnement où la température mondiale est en train de monter, on parle de 1 degré qu'on prend régulièrement, et que les climats, dans les jours à venir, nous aurons tendance à vivre dans un environnement plus chaud. Et donc, végétaliser la ville fait partie effectivement des solutions qui proposent le corridor de services. Il faut travailler à végétaliser la ville. Nous avons fait le choix d'élargir le boulevard. Élargir le boulevard, pour nous, c'était couper les arbres aussi. Et donc, nous avons coupé les arbres tout le long du boulevard Lumumba, y compris le boulevard du 30 juin. Et il faut repenser à revégétaliser, y compris le boulevard. Et donc, ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible. La résilience climatique passe par cette capacité également à revégétaliser. Mais deuxièmement, nous sommes en train également de vivre la montée des eaux. Et il faut repenser également le réseau d'assainissement de la ville, qui est quelque peu dépassé, pour que nous ne soyons pas demain contraints à vivre sous l'eau. À chaque fois qu'il pleut aujourd'hui, la ville de Kinshasa se retrouve le pied dans l'eau. Mais ça s'explique aussi par plusieurs facteurs. Il y a des caniveaux qui sont bouchés par les bouteilles d'eau, les collecteurs transformés en dépotoirs. Ce sont aussi toutes ces questions-là qui favorisent... Effectivement, c'est pourquoi je parle de réinventer les réseaux d'assainissement de la ville, qu'il faudrait questionner en termes de pluviométrie, en termes d'investissement. Mais il y a aussi le citoyen. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons transformé nos rivières en dépotoirs des déchets. Et dans tous nos quartiers, nous avons un papa qui passe avec sa petite brouette, qui ramasse les déchets pour 1000 francs, mais qui va le jeter dans la rivière. Nous avons des rivières pleines de plastique. Dès qu'il pleut, tous ces dépôts-là réduisent le lit de la rivière, et donc nous assistons à ces phénomènes d'inondation-là. Et donc il y a un vrai défi également d'assainissement des rivières, à la fois pour les pets, mais également pour les déchets. Oui, mais il y a possibilité aussi de transformer ce défi en opportunité et faire par exemple de ces défis-là des sources des revenus, de principales sources des revenus, faire des ordures. Oui, il est possible de travailler à faire par exemple de PET du recyclage. Il y a le projet Kintoko qui a été lancé justement dans cette perspective-là, transformer les PET en objets recyclables. Ce qui a manqué, c'était la motivation économique. Quand vous demandez aux gens de ramasser du plastique à un coût très bas, pour 1 tonne, ils ne le font pas. Il faut relever la motivation économique pour que les gens aient intérêt à participer à cette initiative-là, parce qu'il y aura un gain économique derrière. Mais Kintoko a été lancé, et au début, on a vu qu'il y avait une volonté des citoyens de participer. Vous pouvez s'inspirer du marché de la ferraille aussi. On a vu Mabende, Nazoteka et tout ça. On a vu. Parce qu'il y avait une motivation économique, il y avait un coût. Quand vous allez vendre le Mabende, vous gagnez un peu d'argent. Aujourd'hui, avec le plastique, vous ne gagnez presque rien, parce que le tonnage demandé ne représente pratiquement rien. Donc, il faut relever la motivation économique pour rendre attractif la participation citoyenne. Deuxièmement, c'est que dans beaucoup de pays, on travaille pas uniquement en aval, on travaille également en amont. Ça veut dire la réduction de déchets.
Ça veut dire comment nous formons les citoyens, par exemple, à réutiliser la bouteille d'eau, en bouteille d'huile, comment nous travaillons, par exemple, à réutiliser au niveau de ménage, à réutiliser les ustensiles plutôt que de le jeter. Comment nous travaillons, par exemple, à faire du compostage. Ça sont des travaux que l'on peut faire en amont. Et peut-être plus loin. Comment on fait des déchets biodégradables. Nous, on a grandi dans cette ville, à un moment donné, pour acheter du foufou, on utilisait les papiers ciment. Ce n'était pas conseillé sanitairement, mais on utilisait les papiers ciment pour mettre du foufou. C'était biodégradable. Puis, pour des raisons de santé publique, ce qui est tout à fait logique, on a remplacé le papier par le sachet, qui est moins dégradable que le papier, et aujourd'hui, on a créé un autre problème. Et donc, il y a moyen de penser sous des emballages biodégradables qui ne nous permettent pas... Ça, c'est un processus quand même du temps. Il y a des textes, les édits sont là. Dans la réduction, et ça, c'est au niveau en amont, et n'est pas toujours aller en aval. Et puis après, responsabiliser les producteurs des plastiques. Parce que nous avons aujourd'hui des montagnes et des montagnes de déchets plastiques. Il faut responsabiliser les usines pour qu'ils mettent en place des mécanismes de recyclage, de réutilisation de plastique. Parce que s'il y a recyclage, eh bien, ça va les amener à rappeler les emballages et les réutiliser pour d'autres fins, plutôt que d'avoir des emballages uniques qu'on ne réutilise pas et qui finissent en déchets. Et donc, il y a également cette responsabilité de ceux qui produisent les plastiques. La municipalisation même aussi de la gestion de ces déchets, Madame Antoinette. Oui. Je peux dire au niveau des communes. Oui, dans les mêmes cadres, quand je vous ai dit qu'on a été reçu par le gouverneur, il nous a demandé de mettre en place les coordinations au niveau des quartiers. Et nous avons déjà vu 10 par coordination. C'est ce qui est sur la table maintenant là. On est en train de travailler. Je crois très prochainement, nous allons rentrer vers lui. Il nous a dit, on peut même mettre nos gens. Ils peuvent aussi avoir un petit rien. Et puis, nous avons des jeunes très motivés, madame. Parce que quand j'initie des salongos, pour moi-même, vous verrez que quand vous mettez un peu de moyens, même l'argent, c'est pas des malais, ouais, avec des jeunes gens là, vous voyez, ils travaillent. Et si on mettait ça, qu'ils soient rassurés, ils savent que moi, je travaille pour la commune, je fais l'assainissement et à la fin, peut-être de la semaine, j'aurai autant. Donc, c'est ce que coach Christian a dit. C'est pas un secret, ça revient à combien, la rémunération? Non, moi, par rapport à ma poche, je donne parfois, c'est ponctuel, en fait. C'est pas que vous mettez exact. Là, que les gens vont commencer à faire ça. Donc, je mets, par exemple, 10 000 francs par chacun. Et vous verrez que ces jeunes gens-là travaillent. Et ça demande des moyens. Et quand ça demande des moyens, raison pour laquelle je dis que des retenues, c'est face à la source. Vous voyez, par exemple, les impôts fonciers ici. Au lieu que nous remontons au niveau de la ville, on peut mettre en place des guichets au niveau de nos communes. C'est ce que nous avons même proposé, des guichets uniques. Il y a quelques propositions de décision des collègues. Nous, on fait notre part. Mais les exécutions posent problème. Mais on est là en train d'adopter, de voter des décisions parce qu'à un certain moment, nous verrons quand même, il y aura un élan où on mettra en place toutes ces décisions. Si on mettait en place, il a dit 10 personnes, 10 par coordination, par quartier. Vous verrez qu'il y a des jeunes très engagés. Très récemment. Mais c'est des quartiers plus vastes, vous faites comment? Non, il n'y a pas assez de quartiers. Tel que moi, dans ma commune, c'est 18 quartiers. Peut-être c'est les Mongafou, là, on peut avoir des problèmes parce qu'il y a des communes où il y a plus de 30 quartiers, 46 pour Kimansé. Vous voyez que par quartier, si on mettait aussi 10, ça sera... Les 10 là, juste la coordination. Mais il y aura des jeunes gens. Il y a des associations de jeunes qui cherchent aussi à travailler. Mais il faut maintenant chercher... Là, vous verrez ma proposition de décision. C'était qu'on connaît une ouverture d'associer les associations, les initiatives de jeunes et de femmes pour accompagner la question ici de la salubrité. Sinon, ça sera très compliqué. Donc, nous pouvons conclure qu'il est impossible d'espérer une gestion durable sans songer à la transformation des déchets. Oui, bien sûr. Sauf que moi, ma compréhension, c'est que dans la gestion moderne d'un État, il faut toujours impliquer les privés. Donc l'expérience prouve qu'à chaque fois que l'État policier, l'État qui essaie de s'accaparer de tout, les résultats, l'État essaie de monopoliser au fait la gestion. Voilà pourquoi vous verrez dans plusieurs États, il y a ce qu'on appelle la libéralisation de plusieurs secteurs. Et pour la ville de Kinshasa, pour trouver une solution qui sera durable pour l'urbanisation et surtout la gestion des déchets, je pense qu'il faut confier ça à des privés. Et à ce moment-là, il n'y aura plus problème des moyens parce qu'ils mettront ce qu'il faut pour que
les gens travaillent et que les résultats soient concrets. Et l'État maintenant pourra profiter derrière les impôts et les taxes que paieront ces privés. Vous savez que les 1 kilo revenait à 2000 francs. Et pour faire des plastiques, là, 1 kilo. C'est encombrant, au fait, c'est ça aussi le grand problème, parce que... Oui. Pour faire 1 kilo aussi, c'est pas facile. Pour faire 1 kilo de ces bouteilles-là en plastique, pour ensuite avoir 2000 francs, c'est un peu compliqué. Mais avec les ferrailles, les projets ici de ferrailles... Si vous avez 10 kilos, 20 000 francs. 20 000 francs. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avec aussi le transporter, vous risquerez de prendre tout un minibus. Oui, tout un minibus. Et il y a des sacs, on fait des sacs, mais pour avoir la quantité, là, il faut être vraiment un robiste et vous n'avez rien à faire. Mais autant même devenir des des gens là qui font dans les transports et qui coûtent 500 francs. Autant même faire ça que ramasser les bouteilles en plastique. Oui. Donc, on comprend que le prix n'est pas attractif. Les corridors pour gouverner Kinshasa, les défis d'un urbanisme planifié dans la plus grande métropole francophone d'Afrique, c'était ça le sujet que nous avons eu à décortiquer. Monsieur Christian Moleka, vous êtes analyste politique, représentant de la DIPOL. Votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que Kinshasa, c'est vrai, on a beaucoup parlé de défis, mais il y a également des opportunités. Les opportunités, c'est que les dynamiques démographiques, c'est un gain. Un gain en termes de potentiel de bras humains, un gain en termes de potentiel fiscal qu'il nous faut également valoriser. Tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Il y a des opportunités à exploiter. Il y a des outils qui existent, notamment le SOSAC, qu'il faudrait valoriser. Le défi, c'est la vulgarisation. Le défi, c'est la sensibilisation, c'est le financement. C'est aussi l'appropriation. C'est aussi un défi de management public notamment. Et si nous répondons à ces défis-là, je pense que Kinshasa peut retrouver sa robe d'antan. Mais en même temps, comme je l'ai dit au début, il faudrait non pas singulariser la problématique en termes de Kinshasa, mais l'intégrer dans une dynamique globale d'exode rural et que les réponses ne viendront pas uniquement de Kinshasa, les réponses viendront également de la capacité de l'État à encourager cette inversion vers le retour de la campagne. Et si on arrête cette dynamique démographique, eh bien, on aura donné une partie de la réponse à la ville de Kinshasa. Honorable Émile Soumaïli, député national, président de la sous-commission aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat à l'Assemblée nationale. Comment vous résumez par rapport à notre thématique du jour? Moi, je vais résumer en disant que tout est possible. Déjà, avec les outils que nous avons à main et les potentialités à notre possession, notamment l'étendue de la ville et les ressources humaines, nous pouvons faire de cette capitale la plus belle ville du monde. Donc là, il ne manque que la volonté. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un déficit de leadership. Il faut une bonne leadership et une bonne gouvernance pour parvenir à tirer bénéfice de toutes ces potentialités que notre ville possède. Mais aussi, j'ai toujours été pour le développement à la base. Je pense que pour stopper l'exode rural et cette exponentielle démographie que nous observons dans nos métropoles, il faudra que le gouvernement, j'encourage déjà les débuts qui est fait par la mise en place du programme de développement local à la base, le PDL 145 territoires, qui va, lors de son exécution totale, va résorber de manière très considérable l'exode rural parce que les gens viennent chercher la lumière à Kinshasa, les gens viennent chercher les routes à Kinshasa, les gens viennent chercher les universités à Kinshasa. Mais lorsqu'ils en auront chez eux à la base, lorsqu'ils auront l'électricité, lorsqu'ils auront les routes, lorsqu'ils auront les différentes infrastructures de base, les hôpitaux. Et donc, je pense que personne n'aura pas besoin de venir à Kinshasa parce que Kinshasa ne produit pas grand-chose. C'est l'intérieur du pays qui produit presque tout, que ce soit la nourriture et les matières premières qui alimentent les industries ici à Kinshasa. Et donc, je pense si l'État pouvait inverser donc, son ordre de priorité, commencer par toucher d'abord nos provinces, nos territoires, cela pourra avoir un impact très considérable sur la gestion, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais sur toutes nos grandes villes. Le développement à la base, la proximité avec la base. Madame Lokombomboyo, Antoinette, conseillère communale, comment vous résumez? Oui, je résume ici que la population quinoise n'est pas naïve. Ils innovent chaque jour, mais
leurs efforts aussi doivent être reconnus. Et on ne peut pas aussi gérer la ville en urgence parce que tout doit être planifié, surtout au niveau de la base qui laisse les communes est autonome, qu'on laisse les communes fonctionner parce qu'au niveau de la base, tous les efforts qui doivent être faits au niveau de la base doivent être remontés pour que la RDC prenne de l'envol. Et quand vous rejetez les niveaux communaux, là, c'est peut-être sapé aussi ou soit craché au niveau de notre développement. Le niveau communal n'est pas rejeté. On peut comprendre que c'est rejeté parce que le manque de coordination peut-être qui pose problème. Oui, manque de coordination, oui, et l'indépendance aussi, parfois dans d'autres décisions. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour prendre part à ce podcast. On se revoit très prochainement. Merci. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Production, John Macassi. Régie, Constantin Grune.